Bien, merci à cette invitation à témoigner. Donc, je m'occupe depuis 5 ans maintenant du développement des outils de management de la sécurité pour le groupe Michelin au niveau monde et également, ce qui est le plus passionnant pour moi, du développement de la culture sécurité, que ce soit pour notre industrie, mais également notre recherche et développement, nos forces de vente, la distribution et les services. Donc vraiment, les 130 000 personnes du groupe Michelin dans le monde. Et je vais vous présenter des éléments et le chemin qu'on a fait pour construire et continuer à construire la culture sécurité dans le groupe. Il y aura 3 temps dans mon témoignage. D'abord une petite carte d'identité, notamment de Michelin en France, pour vous connecter un petit peu par rapport à votre territoire. Ensuite, des aspects dont on vient de parler sur des fondamentaux, comme les règles qui sauvent la vie. Et comment finalement on a mis 20 ans, 25 ans nous-mêmes à bien élaborer ce socle qui est indispensable pour se dire ensuite je vais aller plus loin dans le comportemental. Je rebondis un petit peu sur la démarche de Colas. Et puis finalement où on progresse maintenant sur des dimensions de culture sécurité, de comportement, d'interaction entre les personnes sur le terrain, et pour lesquels on s'est largement inspiré de l'ICSI. Donc ça me fait très plaisir d'intervenir également dans ce contexte-là. Alors Michelin, 130 000 salariés dans le monde et 83 sites de production dans tous les pays, tous les continents. Pas que des sites industriels pneumatiques, hein. Le site a une diversification qui est récente autour du pneu et au-delà du pneu. Et il travaille également sur son empreinte environnementale. C'est rond, c'est noir, mais l'Auvergne est verte et accueillante. Donc on a aussi toute une démarche pour être le manufacturier le plus innovant dans ces aspects-là. Pour en rester sur la santé et la sécurité, vous pouvez avancer, Jean-Baptiste. Donc ça concerne tous les domaines du pneumatique, mais aussi la distribution et les services. Et dans les slides qui concerneront la France, je vous parlerai des différentes marques avec lesquelles vous pouvez éventuellement avoir des connaissances, des prestations, parce qu'au-delà du pneu, il y a aussi de la distribution, des services, et puis le petit 5% à droite, c'est les développements futurs du chiffre d'affaires autour des bandes transporteuses, autour de matériaux de haute technologie comme les piles à combustible hydrogène, vers lesquels Michelin veut aussi diversifier son chiffre d'affaires et sa gamme de services. C'est très important pour nous. Les ambitions de l'entreprise sont structurées selon 3 domaines, les personnes, la performance et la planète. Donc toute cette dimension de santé et sécurité, elle est intégrée dans le développement pour les personnes et elle hérite aussi d'une culture d'entreprise qui date de 135 ans où le respect des personnes et la valeur accordée à la santé, à la sécurité des personnes. On a notamment un écrit de 1925 d'Édouard Michelin, le fondateur, qui est un témoignage sur lequel dont on est très fier, qui place la santé et la sécurité au cœur de nos ambitions, de nos stratégies, et puis très concrètement pour l'avenir, l'expérience employée, l'indice d'engagement des employés, l'attractivité et l'employabilité, c'est des enjeux pour Michelin partout dans le monde, pour trouver des salariés, les conserver en bonne santé jusqu'à l'âge de la retraite. Être une référence mondiale pour la sécurité du travail, j'ai la possibilité et la fierté d'être intégré dans les leaders de cette ambition. Il y a 12 ambitions pour 2030 dans le groupe Michelin, certaines pour People, certaines pour Performance, certaines pour Planète. Très clairement, au-delà d'un indicateur, alors chez nous c'est le TRIR, maintenant je vous le montrerai, mais ça date de l'an dernier, on veut encore diviser par 2 la fréquence de nos accidents enregistrables au niveau mondial, mais on veut surtout que ça se réalise en devenant une référence de notre marché
ou de l'industrie en général, de la manufacture, de la distribution ou de l'automobile. Ensuite, je pense qu'on en arrive au Focus France. Il nous reste aujourd'hui à peu près 20 000 employés en France, un siège social à Clermont-Ferrand et des activités de recherche. Et puis, si on passe au slide suivant, des usines qui représentent, je crois de mémoire, 9 à 10 000 salariés, de nos jours plutôt implantés, je dirais, dans des petites villes, historiquement liées au développement de Michelin en France, et qui fabriquent des gammes de produits plutôt très techniques. Ce qu'il reste en France, ce sont des activités à forte valeur ajoutée et à forte valeur technique. Et derrière, ce qui m'a paru intéressant pour vous, c'est de vous montrer dans le slide suivant les autres marques du groupe Michelin. Alors, il y a déjà les marques Michelin, Kléber, BF Goodrich, qui sont connues pour le pneumatique, mais ensuite, Allopneu, c'est le groupe Michelin, Euromaster, qui certainement vous rend des services à titre personnel ou professionnel, c'est le groupe Michelin. Il y a tout ce qui va être les services associés aux flottes connectées, avec les puces qui sont dans les pneus aujourd'hui. Symbio, on est sur le développement de l'hydrogène. Camso, si vous avez des dispositifs avec des chenilles. Et la division SOS de Camso, qui est peut-être les gens qui viennent vous rendre des services dans vos sites. Et puis, les bandes transporteuses, j'en ai vu dans un des films de la Colas. Depuis 5 ans, je crois, le groupe mondial Fenner a été racheté par Michelin et intégré. C'est du caoutchouc, mais sous une autre forme, et les services associés que vous utilisez certainement dans les carrières et dans les mines. Voilà, donc on a dans nos soucis de culture sécurité non seulement des opérateurs de production et de maintenance dans des usines ou des centres de recherche, mais également des gens qui sont chez le client, au bord des routes, en train de faire des interventions ou de rendre des services. Juste que vous ayez des chiffres. On n'aime pas trop raisonner que par les chiffres, mais quand même que vous puissiez vous comparer. Michelin en France, en accident enregistrable 2,42, en taux de fréquence 8 pour toutes les activités du groupe Michelin en France. Si on prend les usines Michelin en France, on est à 9,5. Je vous parle en fréquence, ça vous parle peut-être plus facilement qu'en TCIR. Tout ce qui va être sièges sociaux, centres de recherche, équipe tertiaire, on va dire, 2,5. Et puis, un enjeu pour nous d'être capable de prendre en compte des typologies d'équipes qui sont un peu différentes. Euromaster est décalé par rapport aux autres activités. Donc pour nous, c'est des nécessités de travailler la culture sécurité et même les basiques de la sécurité différemment avec eux. Alors, je vais vous donner un petit peu d'histoire. 30 ans de management de la sécurité. En 2020, il y a vraiment eu un changement de cap et de stratégie où le groupe a décidé de s'occuper de l'hygiène, de la sécurité, de l'environnement, de l'incendie, comme quelque chose vraiment, comme un métier à professionnaliser. Ensuite, on a commencé par des fondations, surtout de la sécurité technique, des dispositions pour protéger, maîtriser, se mettre en conformité par rapport aux réglementations des différents pays et aux scénarios d'évaluation des risques majeurs. Et c'est un chemin qui n'est jamais terminé et on continue à protéger, mais ça a été un petit peu le premier temps qu'on a dû apprendre dans les années 2000. Ensuite, on a commencé à aller plus vers la dimension humaine. Alors, par nous-mêmes, je dirais, en progressant et en passant par nos préventeurs et par nos managers. On a commencé à parler de santé des personnes. On a une forte démarche d'ergonomie avec une approche qu'on a développée en interne. On a eu les systèmes de management de la production. Michelin Manufacturing Way, c'est le Lean Manufacturing chez Michelin. Et ça structure le travail des équipes au quotidien. Et puis on a commencé à parler dans la décade 2010-2020, autour de 2015, on a commencé à parler de
il va falloir mettre une dimension de culture sécurité au-delà des basiques. Et puis maintenant, on est dans l'anticipation, l'innovation. J'ai la chance d'avoir un job qui est de m'inspirer à l'extérieur et trouver comment en 2035, en 2050, on va traiter notamment les aspects cognitifs. Mais voilà, quelle sera la culture sécurité, la culture juste de demain? On ne parle pas de leadership des managers. On parle de leadership de tout un chacun dans l'entreprise. Je vous en reparlerai un petit peu. Vigilance partagée, ça n'est pas un vocable qu'on utilise, mais on va vers la responsabilisation, l'autonomie, la solidarité pour amener plus de sérénité aux personnes. On explore en ce moment le sens du travail, moi par rapport à ma machine et mon environnement proche de travail, et le sens au travail, moi par rapport à mon entreprise, qu'est-ce que je viens chercher dans ma journée de travail, dans mon attachement à cette entreprise. Et il y a un apport potentiel de la santé et de la sécurité. Ce n'est pas simplement le compte en banque à la fin du mois. Et puis on est en lien avec les services de santé, on a des psychologues du travail qui sont sur la dimension qualité de vie et conditions de travail. Et facteur déterminant de la variation des risques, c'est de la sécurité prédictive. Sera-t-on capable demain de prédire à quel endroit de l'usine ou par rapport à quels signaux faibles que peuvent nous donner des tableaux de bord, et on est en train d'essayer de mettre de l'intelligence artificielle là-dessus, le management d'une organisation pourra se dire « Ah, en ce moment, on est en train de se relâcher peut-être par ici ». Voilà, ça c'était une première carte un petit peu de nos intentions. Le chemin, en fait, il a été beaucoup plus besogneux que ça, et ça a été des gens dans des pays, dans des entités qui, face à des situations parfois accidentelles, parfois de réglementation au niveau desquelles on devait se mettre à niveau, ça a été des tentatives et des allers-retours, mais il y a quand même des moments un petit peu clés. On a défini nos risques majeurs pour la sécurité à partir de 2005. J'y reviendrai, je ferai un focus là-dessus. Et puis, en 2 temps, on a travaillé sur nos règles de vie, nos règles de maintien en vie, en les appelant une première fois règles cardinales de sécurité. C'était les mêmes pour tout le monde. Dans le groupe Michelin, qu'on fasse de la recherche, de la vente ou de l'industrie. Et on a eu le besoin l'année dernière de remettre du sens autour des règles qui sauvent la vie, parce qu'en 15 ans, le sens s'est un petit peu perdu. Le pourquoi on en a besoin, c'était un petit peu perdu. Et on en a profité pour dire, il y a des règles qui sauvent la vie dans l'industrie, il y en a d'autres qui sauvent la vie différemment dans le commerce, et d'autres qui vont être importantes et différentes au niveau des sièges sociaux. Ou de la distribution, je parlais d'Euromaster tout à l'heure. Alors, un focus sur les règles qui sauvent la vie. Bon, un exemple de celles qu'on a retenues pour l'industrie du pneumatique, qui peuvent inspirer les autres divisions. Je ne prends pas un poste où, en tant que manager, je n'assigne pas quelqu'un à un poste de travail s'il n'est pas totalement formé à la sécurité de ses opérations et qu'il ne dispose pas de toutes les autorisations de travail nécessaires. Et ça va jusqu'au plan de prévention pour l'accueil des entreprises extérieures. Donc prérequis fondamental. Ensuite, l'intégrité des dispositifs de sécurité, il est totalement condamnable d'avoir chanté une disposition de sécurité sur son poste de travail, et la raison qui serait de produire un pneu de plus pour servir un client est évidemment pas du tout entendable. Tout ce qui va être consignation des énergies, lockout, tag-out, try-out. Les trafics, tout ce qui va être entre les piétons et les véhicules sur nos sites, à l'intérieur des ateliers, à l'extérieur des ateliers. Et puis enfin, ce qu'on appelle les interventions spécifiques, travail en hauteur, travail en atmosphère confinée. Je vais rebondir plutôt sur la discussion de tout à l'heure, comment on fait avec ces règles qui sauvent. Le document qui édite ces règles, il a surtout un deuxième chapitre que malheureusement
on doit éduquer nos managers et nos top managers à prendre le temps de regarder, ce sont les principes de management associés. Quand pour la première fois, un manager tombe sur une situation avec un opérateur qui n'a pas appliqué une de ces règles de sécurité, sa démarche doit être le pourquoi. Est-ce qu'il a été formé ou pas? Est-ce qu'il a compris la règle ou pas? Qu'est-ce qui peut-être dans cette situation particulière ne lui a pas permis d'appliquer la règle? La deuxième fois, ça va être encore pour le même manager avec le même opérateur à propos de la même règle ou d'une autre, c'est pourquoi mon intervention, là on va se remettre en cause en tant que manager, pourquoi mon intervention de la dernière fois n'a pas porté ses fruits? Pourquoi ne suis-je pas un assez bon coach pour toi? Et dans un système de questions ouvertes, pour finir quand même la discussion en disant il n'y aura pas de troisième fois. Et la troisième fois, c'est non, la règle maintenant, on s'est expliqué une fois, on s'est expliqué deux fois. Et tout ça, c'est aussi en lien avec les principes légaux, juridiques et ressources humaines. C'est compliqué d'arriver vers les ressources humaines avec un dossier où il y aurait une règle non respectée une fois et donc je veux une procédure de mise à pied ou de faute grave ou de licenciement pour cette personne. On doit aussi, en tant qu'entreprise, en tant que manager, prendre notre part de l'efficacité de ce système pour qu'il garde son sens. On revient un peu sur la notion de référentiel clair. Bon, bah là, ça a l'air très clair. Et de culture juste et équitable voilà. qu'a évoqué M. Michel. Oui, c'est une façon d'avoir une attitude juste et équitable, en tout cas. Alors là, vous avez une question. Donc du coup, pour ceux qui n'ont pas le Wi-Fi ou qui ne captent pas, c'est Chaptal 2019. Une question qui porte sur les règles qui sauvent la vie, ou règles d'or, oui, ou qu'on peut dénommer autrement aussi. Parce que tout le simplement monde a réussi. Savoir. Vous voulez le QR code à nouveau? Ah, on ne peut pas revenir sur le QR code? Non, mais sinon, il y a menti.com ah, oui. sur navigateur et le code. Et vous utilisez le code là. Vous allez sur le site internet et vous utilisez le code qui est là. Et simplement pour le genre de démarche et d'intervention que je fais au sein du groupe, j'aurais pu avoir des réponses qui soient oui, non, question fermée, réponse fermée. C'est un tout petit peu plus engageant de dire on ne l'a pas encore fait, donc on va peut-être bientôt le faire, ou on l'a déjà fait. Hein, c'est une petite récompense de dire on l'a déjà fait, nous. Bon, nous on ne l'a pas encore fait, mais... Alors, ce qui peut être intéressant à à creuser, c'est le ne sait pas. Enfin, du coup, c'est intéressant de se dire que potentiellement certaines personnes ne savent pas si ça existe, donc ça veut dire qu'il y a peut-être un petit problème de communication. Il peut y avoir un problème de communication, et puis c'est l'attitude apprenante aussi dont parlait Lixi sur les 7 attributs de la prévention. C'est normal de ne pas tout savoir, et c'est une opportunité de se poser la question des règles qui sauvent. Très bien. Bon, c'était juste aussi pour mettre un peu d'interaction, parce que je peux être très bavard. Alors, un autre focus sur ce qu'on a appelé les programmes sécurité du groupe. Donc, c'est les risques sécurité majeurs. Dans un groupe comme le nôtre, voilà, on a des experts prévention, des préventeurs qui sont là pour accompagner les opérations du groupe, prendre en compte les réglementations, les standards, les normes, et puis faire les scénarios d'exposition aux risques majeurs. Et donc, vous voyez qu'on en a une diversité aujourd'hui dans le groupe Michelin, les angles rentrants, les arcs flash, les points chauds, la manutention. Et on est en train d'intégrer, puisque la croissance du groupe Michelin est externe maintenant, on est par des achats, des intégrations, en train d'intégrer des nouveaux risques. Manutention de charges lourdes, je ne l'aurais pas mis dans ma présentation il y a un an, mais on a intégré une nouvelle division que je suis allé visiter il n'y a pas longtemps. Et pour eux, quand je demande aux opérateurs sur le poste quel est leur risque majeur, c'est les manutentions de charges lourdes. Donc c'est évidemment un process qui est en évolution permanente
Et puis, tout ce que vous voyez sur le haut de la page, c'est plutôt, chez nous, le périmètre historique lié à la fabrication du pneumatique. Et puis, il faut intégrer tout ce qui est en bas au niveau de la distribution, des services, les éclatements de pneus ou de roues lors des montages et des démontages. Alors, ça n'est pas une gouverne pour moi, pour le groupe, mais on a eu la chance de ne pas avoir d'accidents graves, d'accidents mortels l'an dernier. On a eu des accidents graves et on les regarde et on les pilote. L'an dernier, on n'a pas eu de décès au travail, liés au travail. Cette année, on en est à 2. Mais voilà, depuis, je dirais, depuis 2020, on est en 0, 1 ou 2. Donc ça reste évidemment un enjeu énorme et c'est beaucoup trop. Mais on a réussi dans ce parcours de 20 à 30 ans à arriver à un niveau de décès qui nous... Bon, je touche, c'est pas facile à bien exprimer. On arrive vers le zéro, on n'est pas totalement au zéro accident mortel, et du coup on regarde tous les accidents graves qui sont liés à ces risques sécurité majeurs. Bon, un exemple, on va avoir mise à disposition du manager jusqu'à l'opérateur. Hein, c'est pas simplement quelque chose qui va être des injonctions de travail pour les opérateurs. Ça concerne toutes ces dispositions pour maîtriser des risques majeurs. Ça n'est pas que le job du préventeur sur le site ou dans la division. C'est tout un ensemble de formations, de reporting, de guides qui sont spécifiques aux risques majeurs et qui vont du manager jusqu'à l'opérateur. Alors, est-ce que, un peu la même question que tout à l'heure, est-ce que vous avez identifié des risques sécurité majeurs au sein de votre entreprise qui viennent en complément des règles qui sauvent la vie ? Alors du coup, moi j'ai une question pendant ce temps, puisque tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'à peu près 50% de l'assistance n'avait pas défini des règles qui sauvent la vie. Du coup, comment on fait ? Enfin, c'est quoi le premier pas pour définir ces règles ? Est-ce que ce ne serait pas celui-là, d'identifier des risques majeurs ? Par quoi on commence ? Alors nous, on l'a fait dans le sens inverse. On avait des préventeurs qui travaillaient même depuis avant les années 2000 sur les risques. Et les risques de notre activité, on les connaît. Les accidents mortels, voire très graves, on les reporte et on les analyse. On recherche les causes profondes. Donc on a plus facilement, je dirais, accès à l'éventail des risques majeurs sécurité du moment, et ça évolue en permanence, et il arrive un moment où on se pose pour dire lesquels de ces domaines on va pouvoir spécifier en règles qui sauvent la vie. Et en n'imposant pas, parce que chez Euromaster, ce ne sont pas les mêmes qu'à l'intérieur d'une usine Michelin, donc là, il va y avoir un intérêt, on a mis du temps à le comprendre, mais il va y avoir un intérêt à être spécifique. Donc ça veut dire que la majorité des répondants sont sur la bonne piste. Oui, oui, ils ont les éléments. Encore. Ils ont les éléments pour définir les règles. Disposition. Et puis il y a des... Très honnêtement, j'étais déjà dans la prévention chez Michelin en 2009, quand on a fait les règles cardinales de sécurité. Elles protégeaient le groupe, juridiquement, autant qu'elles protégeaient les salariés. Aujourd'hui, on est plus mature et on est dans des règles qui sauvent la vie des salariés. Voilà, on a su évoluer et on prend de la maturité par rapport à tout ça. Alors, notre approche, au-delà de ces basiques, de ces fondamentaux, une fois qu'on a mis en place ce qu'il faut par rapport à la loi, par rapport aux standards, par rapport aux risques majeurs, notre démarche, c'est d'aller vers ce qu'on appelle le leadership, la culture sécurité, la démarche comportementale. Et on la représente par un temple de l'engagement. Pour nous, c'est ni plus ni moins qu'une démarche de responsabilisation, d'autonomisation, d'engagement des acteurs. Et on ne le fait pas que pour la sécurité dans l'entreprise, on le fait aussi pour la qualité de nos produits, pour nos relations avec les clients. Donc c'est une dimension, une performance comme une autre de notre excellence opérationnelle. Alors le piétement du temple, c'est les fondamentaux dont on a parlé avant, les éléments de sécurité technique,
les dispositions d'organisation, le système de management de la sécurité. Ça, il faut être déjà excellent là-dessus. On a cette culture-là dans notre groupe. Pas partout. Je dois y travailler encore dans les nouvelles intégrations. Et puis, on a progressé pas à pas en s'inspirant des autres et en développant en interne pour élaborer des piliers de ce qui va créer de l'engagement. En fait, historiquement, on a commencé par le pilier des actions participatives. C'est une de nos usines qui a inventé ça en Chine suite à un accident mortel. Et on a créé ce qu'on appelle les coalitions sécurité. Ça n'est pas obligatoire pour nos divisions. C'est à un moment donné, si une activité est intéressée pour mettre en place une coalition sécurité, elle va faire appel à un référent qu'elle a dans son continent, dans son pays, qui va venir animer un chantier. Une coalition, c'est une ligue d'ambassadeurs qu'on va choisir parmi le personnel du site. Ce ne sont pas des spécialistes de la prévention, ce ne sont pas que des managers. On va les réunir pendant 3 jours pour leur expliquer comment ils vont devenir les représentants de leur pairs pour avoir des actions très régulières qui amènent les collègues à participer à des actions de prévention, à des actions de communication qui touchent aussi bien la sécurité au travail que la sécurité à la maison. Et le fait que ce soit inventé par mes pairs, colporté par mes pairs, c'est beaucoup plus efficace dans l'adoption. Mais on ne va pas faire traiter un risque majeur de chute de 15 mètres de haut par une coalition sécurité. On va faire traiter plutôt un sujet de ne pas téléphoner n'importe où dans l'usine. Je vais rebondir sur l'exemple tout à l'heure du téléphone. Moi, j'ai le témoignage qui m'a marqué d'un directeur de division mondiale qui était en visite dans un atelier en Thaïlande. Il était avec son habitude personnelle de répondre à ses communications téléphoniques comme il le fait au sein de notre usine de Clermont-Ferrand, enfin de notre siège social de Clermont-Ferrand, qui est une zone piétonne. Et c'est l'ouvrier thaïlandais qui ne parlait pas la même langue que lui, qui l'a mis en garde, arrêté et accompagné jusqu'à la zone marquée d'une couleur particulière à proximité dans l'atelier. Et la barrière de la hiérarchie, de la langue, non, c'était la coalition qui avait défini cette disposition de téléphonie dans l'atelier et qui avait été expliquée de collègue à collègue et du coup, peut-être pas toujours respectée, mais mieux acceptée. Alors c'est un exemple, et ce qu'on veut, c'est que ces 30 ambassadeurs, sur 800 personnes dans cette activité, eh bien, ils fassent feu de tout bois en permanence. Alors ils s'essoufflent, hein, j'avais entendu parler d'essoufflement. En culture sécurité, effectivement, il faut retrouver la flamme régulièrement, il faut organiser le turnover, il faut faire changer les leaders. Parce qu'ils le font en plus de leur travail normal. Hein, c'est des gens qui vont passer... On a des gens qui passent 10 heures par mois chez eux à faire des dessins, à faire des vidéos. On utilise l'effet waouh, l'effet réseau social un petit peu. Au bout d'un moment, les gens ont envie de passer à autre chose et c'est normal, il faut renouveler. Donc ça, c'est créer de l'engagement de collègue à collègue sans que ça rentre dans un cadre trop formel de « qu'est-ce que j'ai à faire à mon poste de travail ?» Le deuxième pilier qu'on a développé après, mais je suis d'accord avec Lixi qu'il faudrait commencer par celui-ci, mais nous on a appris en marchant. À un moment donné, on a compris que les coalitions, ça ne suffisait pas. Donc on a développé, en commençant par les managers, mais maintenant on en est à tout le monde, on parle du leadership des acteurs. En matière de sécurité, il n'y a pas de raison de se dire c'est le manager qui doit donner le mouvement. Nous, le manager, il n'y en a pas. À partir de 17h le soir jusqu'à 8h le lendemain matin, il n'y en a pas le week-end. Donc c'est les opérateurs qui sont leaders de la sécurité les uns pour les autres. C'est une compétence chez nous, donc il y a une compétence leadership santé et sécurité du groupe Michelin qui commence, alors elle a 5 niveaux, qui commence au niveau opérateur responsabilisé, puis au niveau 5, c'est moi et quelques collègues dans le monde qui sommes les spécialistes qui benchmarkent en interne et en externe et qui soutiennent le système.
Et tout le monde peut s'évaluer par rapport à cette compétence qui repose sur 4 leviers: le partage de la vision, le développement des comportements préventifs clés, la communication adulte-adulte entre les personnes et la reconnaissance positive ou le feedback correctif. On a totalement pris en compte, on a encore beaucoup à le mettre en œuvre, mais on a totalement pris en compte les sciences sociales qui nous disent que pour faire évoluer un comportement, on a 4 fois plus de succès en utilisant le renforcement positif quand on voit quelqu'un adopter un comportement qu'il sécurise, plutôt que le feedback correctif quand on voit quelqu'un qui ne respecte pas. Ça, c'est une représentation de la pyramide de Bird un petit peu différente. Tout ce qui se passe en termes de résultats, que ce soit des accidents très graves ou moins graves, ou en termes de presque accidents, bien sûr, ça nous intéresse et on doit en retirer de l'expérience. Et je suis en train de travailler sur le développement d'une culture du partage de l'échappée belle ou du partage de la chaude alerte ou du partage du presque accident entre les personnes sur le terrain, pas simplement entre préventeurs. Mais ce qui est le plus fondamental pour nous, c'est comment on peut agir sur les comportements et les conditions dangereuses. Et ce que je ne représente pas là-dessus, c'est ce qui est en dessous des comportements dangereux et des conditions dangereuses, c'est les comportements préventifs et les conditions sécures. Donc, j'ai l'habitude de dire que notre travers de préventeur, c'est de s'occuper de quand ça s'est mal fini. Mais en fait, pour parler en termes de facteurs organisationnels et humains, nos opérateurs sont des facteurs de fiabilité. Ils provoquent en permanence des régulations pour que la condition dangereuse ne reste pas en place ou pour que l'accident n'arrive pas. Et donc, développer une culture sécurité, c'est renforcer ce message qu'il y a des statistiques d'accidentologie, il y a des presque accidents, mais le plus important, c'est ce qui est en train de se passer maintenant dans les usines du groupe Michelin, qui font que des dizaines, des centaines, des milliers de personnes sont en train d'éviter un accident potentiel. On s'appuie sur la courbe de Bradley, on se l'approprie. La partie gauche, je suis en sécurité parce que mon chef le veut, la motivation ne vient pas de moi, mais c'est déjà comme ça qu'on assoit une bonne démarche sur les risques majeurs. Les règles qui sauvent la vie, les programmes sécurité groupe, c'est des incontournables, c'est mon chef qui le veut. Et puis on essaye de développer, par le leadership de tous, par le renforcement des comportements et par les coalitions sécurité, le côté nous sommes en sécurité parce que ça nous tient à cœur. Alors regardez bien cette courbe, parce que là vous allez avoir 2 questions qui vous demandent de vous positionner sur des quarts de la courbe. Donc il y a le concerné, donc on est vraiment au tout début avec un taux d'accident assez élevé et une motivation plutôt punitive, oui, on va dire. Ensuite on est impliqué, responsabilisé et actif. Voilà. Il faut les retenir parce que quand on va passer aux questions, vous ne verrez plus la courbe. En tout cas, progressivement. Donc, on va vous demander où est-ce que vous vous situez à titre personnel. À titre personnel, comment est-ce que vous vous situeriez d'une manière globale, générale, sur ces 4 niveaux de la courbe? Et la question suivante, c'est sur le collectif de travail. Pareil, de situer le collectif. Pas que vous, mais l'ensemble de l'entreprise. Comment vous voyez vous-même? Et ensuite, comment vous voyez votre collectif de travail dans le slide suivant? Voilà, on a plutôt des bonnes... peut-être qu'on se surévalue un peu. On a des personnes qui prennent la santé et la sécurité comme une valeur et comme quelque chose qui est important dans leur vie personnelle et professionnelle. Alors c'est un exercice que je fais dans l'entreprise avec des équipes de top management et avec des équipes d'opérateurs de terrain, et j'obtiens généralement exactement le même résultat. Donc ce que vous ressentez à titre personnel ne reflète pas forcément votre collectif de travail, et du coup la question suivante, ça va être de noter votre collectif de travail. On va regarder pour le collectif de travail maintenant, comment vous situez
le niveau de votre organisation. Donc ça commence à se dessiner de la même manière que je l'obtiens à l'intérieur du groupe. Il y a un principe de psychologie qui dit que je me juge moi-même par rapport à mes intentions et je juge les autres par rapport à leur comportement. Et c'est totalement normal. Pour la première question, comment vous situez-vous par rapport à la courbe? Vous avez eu un regard objectif sur vous-même. Enfin bon, normalement, on est plutôt subjectif sur soi-même. Et vous avez retranscrit vos intentions par rapport à la sécurité. Et les opérateurs que j'interroge, qui sont victimes d'accidents et qui parfois sont même des pluri-accidentés, vont mettre leurs intentions vis-à-vis de la sécurité plutôt sur la droite. Et après, quand on demande comment voyez-vous vos collègues, votre collectif de travail, ben là, on est dans de l'objectivité et plutôt je vois ce que mes collègues ont tendance à faire pour ne pas respecter les règles ou se mettre en danger. En fait, pour nous, c'est un moteur. Hein. Si les gens, à titre personnel, se voient là, eh ben, ça va être des potentiels acteurs actifs. Ils vont amener de l'énergie au système d'engagement. Et puis, s'ils sont conscients que collectivement, on en est tous là, ben, ils font partie du collectif. Donc, ils ont conscience aussi qu'il y a encore du chemin pour emmener tout le monde du côté droit de la courbe. Par contre, ce que ça nous montre, c'est qu'une mesure un peu scientifique du niveau de culture de sécurité de nos organisations n'est pas possible de cette manière-là. On ne peut pas faire de l'interrogation à chaque salarié parce qu'il va nous répondre avec ses intentions. Après, on peut mettre des diagnostics. Nous, on ne pratique pas le système de diagnostic de l'organisation. On a décidé, on a trouvé une façon de le faire depuis 5 ans. C'est qu'on n'évalue pas les personnes elles-mêmes ou on ne demande pas aux personnes de s'évaluer elles-mêmes, mais on va demander aux personnes, à l'occasion d'interviews, quel est le dernier sujet sécurité qu'ils ont abordé dans l'atelier avec un collègue. Et quand on dit quel est le dernier sujet sécurité, c'est quelle est la dernière fois qu'un de vos collègues vous a félicité dans l'atelier pour un de vos comportements qui venait de se produire, ou quelle est la dernière situation où un de vos collègues vous a donné un feedback correctif parce que vous vous mettiez en insécurité. Et ça nous permet d'élaborer, si on passe au slide suivant, alors on va le faire avec vous. Est-ce que vous pouvez, par rapport à cette échelle de temps, situer la dernière interaction sécurité que vous avez eue sur le terrain avec un collaborateur, opérateur, visiteur, sous-traitant, mais vous étiez sur le terrain? Donc c'est récent pour les témoignages. Donc ça c'est très bien. J'ai très souvent, quand je le fais en usine, des opérateurs qui sont peut-être beaucoup plus intéressés par la fiabilité des équipements de travail ou par la qualité des produits qu'on livre aux clients, qui vont me dire bah, ça ne me rappelle rien du tout ce que vous me dites. Un collègue qui m'a donné un feedback sur la sécurité. Oh, mais nous, de toute façon, on fait tout très bien en sécurité. Alors là, je repose la question 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ou la personne qui va me dire ah oui, alors il y a 13 ans, je m'en souviens très bien, il y a une personne qui a eu un malaise sur le poste d'à côté, j'étais le premier intervenant, et ça a marqué sa culture sécurité, en tout cas sa vision de la culture sécurité pour toute sa vie. Et puis, est-ce que c'était plutôt une réprimande que vous aviez pratiquée dans ce souvenir ou plutôt une félicitation? En général, dans les collectifs que j'interroge de mon côté, on est encore dans une culture de réprimande et on fait évoluer les choses pas à pas vers la culture de félicitations, sachant que là encore, les sciences sociales et la psychologie nous disent que une réprimande a un impact mémoriel 3 fois plus important qu'un bravo. Essayez à la maison ce soir. Et ça veut dire que
pour récupérer un nécessaire pas bien, il va falloir donner ensuite 4 très bien pour avoir grimpé une marche sur l'escalier. C'est un rapport de 4 pour 1 sur ce qu'on appelle le R+, et le R-. Alors on en arrive, merci beaucoup d'avoir participé. C'est une toute petite partie des questions qu'on travaille pendant cette interview qui dure 10 minutes sur le terrain. Alors il faut faire beaucoup d'interviews pour obtenir le scan d'une organisation. Ça, c'est l'exemple d'une usine en Hongrie où j'ai passé une semaine et j'ai interviewé 90 personnes de tous les ateliers du site, principalement des opérateurs. Et je leur ai demandé un certain nombre de choses, et notamment de quand datait la dernière fois qu'ils se souvenaient qu'une personne leur ait donné un feedback positif ou un feedback correctif. Et puis, on en revient aux 4 niveaux de la courbe tout à l'heure. Est-ce que c'était plutôt un rappel à la règle? Est-ce que le collègue avait donné une raison associée à un risque? Pourquoi c'était important de se mettre en sécurité? Et le dernier niveau, ça pourrait être notre définition de la vigilance partagée, mais j'ai préféré l'appeler acteur actif. Pour nous, un acteur est actif, c'est qu'il donne envie par son comportement dans l'atelier à une 3e personne à son tour d'être un acteur actif. Donc j'en trouve pas souvent des situations comme ça. Et vous voyez, c'est pas un super résultat. Enfin, en tout cas, ça nous montre qu'on a encore beaucoup de progrès à faire parce que notre ambition pour le groupe, elle est ici. Elle est qu'il y ait très régulièrement des interactions dont les opérateurs de terrain se souviennent parce que quelqu'un leur a fait du feedback et ça les a marqués. Parce que la culture, c'est ce qui me reste une fois que j'ai tout oublié. Et puis, est-ce que cette interaction, elle a été de nature à me faire bouger par rapport à la courbe de « je le fais parce que mon chef le veut » ou « je le fais parce que moi je le veux ». Et là, vous voyez que dans cette usine, j'avais trouvé un atelier, il y avait un petit collectif de travail de 60 personnes où, entre eux, ils avaient beaucoup d'interactions et ils s'en souvenaient bien. Et c'était des interactions sur « attention de ne pas faire ce geste comme ça parce que tu risques de te faire prendre la main ici ou de te coincer », plutôt que « ah, il faut impérativement porter les gants quand tu fais ça ». Là, il n'y a pas le pourquoi. Et je crois que je suis arrivé au bout de mon explication. Oui. C'était le dernier Merci slide. beaucoup. Il me semble. Effectivement, c'est le dernier slide. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelques questions, réactions avant qu'on parte déjeuner? Je me laisse me présenter. Alain Plantier, président de l'UNICEM. J'ai une question. Moi, j'ai adoré votre exposé, puis les méthodes qui sont mises en place, qui, à mon avis, permettent vraiment d'avancer en termes de sécurité. Et bravo. Vous avez un taux de fréquence qui est quand même intéressant, même si ce n'est pas forcément le meilleur des vecteurs ou le plus mauvais. Mais enfin, pour donner au sein de notre profession, on est plutôt, si je les prends branche, aux alentours de 20, alors que vous avez parlé de moins de 15 et que Total a parlé de 0,5 tout à l'heure. Donc, on voit les progrès qu'on a fait. Mais ce que j'aurais aimé savoir, ma question, c'est parmi les accidents que vous ressentez, que vous avez aujourd'hui et qui restent et qui sont analysés, combien sont liés à du comportemental ou aux machines? Alors, je n'ai pas forcément une statistique parce qu'on pourrait progresser dans la manière dont on analyse le reporting des accidents, mais on partage l'idée que pratiquement 90% des accidents ont une dimension comportementale. Alors, on préfère le présenter par le côté un comportement préventif aurait permis d'éviter l'accident, ou bien clairement un comportement à risque a causé l'accident. Mais on est dans cette démarche de ne pas prendre la sécurité technique comme la seule option. Et par rapport à cette façon d'analyser les choses, j'ai des collègues dans une région géographique qui ont réussi par rapport à toutes les usines qu'ils ont sur leur continent, en regardant le taux de fréquence, si vous voulez, ils ont démontré que les usines dans lesquelles il y avait le plus de fréquences d'interaction dont les gens se souviennent étaient celles qui avaient le meilleur
taux de fréquence, et que c'était même une régression linéaire. Si on mettait toutes les usines sur le même graphique, taux de fréquence et résultat du baromètre sur la dimension, est-ce qu'on s'interpelle régulièrement, efficacement à propos de la sécurité? Il y avait une régression linéaire. Donc on est en train de creuser cette dimension-là. Dans la société où je travaillais, on le voyait très bien. D'accord. Plus il y avait de presque accidents, moins il y avait d'accidents. Et il y a un point qui n'a pas été abordé, mais moi que je trouve aussi intéressant, c'est la notion d'équipe. Oui. On peut se rendre compte qu'en fonction de l'équipe, comme elle est créée, comment est le comportement du manager, comment est l'équipe du dessous, on a des taux d'accidents qui varient de façon considérable. Et on a des osmoses dans des équipes où on n'aura pas d'accidents, et on a des équipes qui vont avoir beaucoup d'accidents. Si on casse l'équipe et que l'on répartit différemment, les gens restent dans les mêmes postes, les mêmes compétences, mais on casse totalement le risque d'accident. Le management a un impact énorme, et je vous dis, dans cette usine-là, il y avait une petite communauté qui vivait dans son coin sur une activité très particulière de 60 personnes avec un manager qui était top, mais sur tous les aspects, il était top, et ça marchait notamment pour l'interaction de sécurité. Et puis j'avais pointé du doigt ce collectif-là qui était en difficulté. Et comme par hasard, c'était un secteur où il y avait eu une absence de manager pendant 3 mois, où c'était un collègue qui venait dépanner. Et là, très vite, pour la sécurité, mais pour d'autres aspects aussi, on casse le collectif. Pour nous, c'est une démarche de responsabilisation qui dépasse largement simplement la santé et la sécurité. Après, il y a des fondamentaux de santé et de sécurité, et on a des préventeurs pour ça, et on a des obligations managériales pour ça aussi. J'ai le micro à dispo. Alors, il y en a 2. J'aimerais juste rebondir sur ce qui a été dit avant, parce qu'effectivement, bien sûr, le comportement, c'est quelque chose de très compliqué à gérer, hein, clairement, et c'est au quotidien, comme on le dit, il faut travailler encore et encore. Mais après, il y a aussi un problème par rapport aux installations parfois, parce que, alors c'était là où je travaillais avant, par exemple, on a des fois, le problème surtout, c'est que celui qui fabrique, donc le fabricant, c'est pas celui qui l'utilise. Donc du coup, ils vont répondre à des normes, CE, etc. Donc c'est très bien. Mais après, derrière, le maintenancier ou autre qui doit l'utiliser, il doit des fois essayer de soit chanter les sécurités ou autres pour pouvoir accéder. Donc ça, c'est aussi une vraie problématique. Et ça m'est déjà arrivé, ce que j'aime bien des fois faire, c'est ouvrir un peu les tiroirs dans les ateliers. Et là, on découvre des outils fabriqués maison. Alors des fois, je leur demande comment est-ce qu'ils ont fait ça. Effectivement, c'est presque ingénieux parce une fois, j'avais un tournevis plié avec un manche, enfin bref, et donc ils m'ont expliqué que c'était pour accéder derrière une installation, et puis c'était presque judicieux, effectivement, je comprenais le pourquoi, mais on est sur un outil qui n'est pas conforme, enfin, mais voilà, ça c'est aussi une problématique derrière. Donc il y a le comportement, mais des fois ça peut aussi être lié aux installations, malheureusement. Alors ça a fait partie de ce qu'on a eu à vivre dans les années 2000 et 2010, et qu'on va peut-être recommencer à vivre avec les rachats de nouvelles sociétés, où effectivement, moi dans l'atelier, on parle d'observation préventive de sécurité ou de visite sécurité, et quand on voit une baramine posée contre un poteau et des grillages de protection d'une machine où manifestement certaines mailles sont un petit peu élargies, alors c'est une démarche managériale déjà bien, je dirais, en place chez nous, de questionner, de remettre en conformité. Et comme je vois un groupe mondial, la mentalité américaine ou européenne ne va pas être du tout la même là-dessus. Alors on apprend, on a une mentalité Michelin par rapport à tout ce qui est l'ingénierie. Mais oui, c'est un souci, effectivement. Bonjour. Bonjour. Maroua Mamoudi, France Ciment. Merci pour la richesse de la présentation. Vous avez évoqué que vous vous dirigez vers l'intelligence artificielle dans votre démarche d'innovation. Oui. Est-ce que vous avez déjà déployé des outils chez Michelin, et comment jugez-vous l'apport de ces outils dans la culture de sécurité? Merci. Alors il y a 2 aspects. L'intelligence artificielle pour faire de la sécurité prédictive. Donc là, pour l'instant, on est à la catégorisation des données et à se poser la question de quelles données, même au-delà des données de prévention, les données de qualité, les données de RH, les données de maintenance, les données d'engagement des salariés, lesquelles vont être pertinentes pour nous aider à définir des précurseurs potentiels d'accidents. Et donc l'IA va nous aider une fois qu'on aura fait un petit peu l'élaboration de ces données. Et puis un outil comme le Safety Barometer
Aujourd'hui, il est mis en œuvre plutôt par des experts comme moi et je les forme, je les tutore. Mais on voudrait que n'importe quel chef d'atelier du monde Michelin soit capable de le pratiquer très régulièrement. Et pour ça, on a lancé un projet où l'intelligence artificielle serait capable d'analyser les réponses aux questions, parce qu'il y a 4 questions très simples dans cette interview, mais la manière d'apprécier la réponse aux questions, là, elle est totalement liée à la personne qui conduit l'interview. Et là, on voudrait utiliser l'intelligence artificielle et les systèmes de Large Language Model pour faire l'interprétation de ce niveau-là. C'est les 2 aspects pour lesquels Très bien. on travaille. Il nous reste peut-être la réfléchit. place pour une dernière petite question et après on va devoir clôturer. Concernant l'intégration d'Euromaster, on voit sur vos résultats que ça impacte assez négativement le Oui. global. Du coup, vous utilisez les mêmes méthodes, vous avez été un petit peu obligé de revoir la copie, parce que c'est pas un milieu industriel, c'est un milieu qui reçoit du public. Non, on n'est pas exactement sur les mêmes méthodes. Sur la démarche de leadership, ils ont préféré s'adresser à un consultant, un organisme agréé qui leur a amené un standard qu'ils ont déployé sur toute l'Europe. Et là, on laisse vraiment la liberté à chaque entité de définir ce qu'elle a envie de faire pour faire sa démarche. Des coalitions sécurité, j'en ai mis en œuvre quelques-unes sur des régions Euromaster en France. Et c'est encore plus compliqué que dans une usine parce que les gens n'habitent pas au même endroit en même temps. Et donc, ça a été plus difficile. Donc, on se cherche sur des petits collectifs de travail comme vous avez peut-être dans vos carrières et dans vos chantiers. C'est pas simple. Et ils n'ont pas un système de management de la production. Enfin, ils n'ont pas un lean manufacturing. C'est encore beaucoup de prospection pour apprendre comment les aider. Après, on est dans un domaine où on doit déjà travailler sur l'éclatement des pneumatiques, ou les roues qui explosent, qu'ils utilisent bien les cages de gonflage au moment où ils font les mises en pression. Donc sur les risques majeurs, sur les règles de maintien en vie, on a aussi encore à faire ce chemin-là. Donc on est prêt à les accompagner, mais on n'a pas toutes les options encore. Et c'est l'enjeu que j'ai avec les sociétés que Michelin aussi est en train d'intégrer. Comment on va intégrer une usine en Belgique où il y a 100 personnes et un demi-préventeur. Alors que nous, une usine, c'est 800 à 5000 personnes et tout un plateau où il y a des préventeurs. Donc voilà, on a tout cet enjeu d'adaptation. Ça, on l'a appris plutôt dans l'industrie, le périmètre historique industriel Michelin. Bien, merci beaucoup pour votre intervention très Merci à inspirante. tous.